D3 TV, la chaîne du divertissement avec des films et séries inédits, des émissions innovantes et interactives, des magazines captivants et enrichissants. D3 TV, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de D3 TV, merci de suivre Recto Verso, votre émission quotidienne d'information et de décryptage qui aborde tous les sujets de développement avec un accent particulier sur les thématiques en lien avec la société, l'économie, la culture et les sciences. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous parlons encore de VIH-Sida. C'est le mois de lutte contre le VIH-Sida et D3, en tant que chaîne de télévision citoyenne, s'est engagé à accompagner l'ONU-SIDA et le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida dans leurs efforts de consolidation de la lutte contre le VIH-Sida au Mali. Et dans ce cadre, nous recevons sur ce plateau deux nouveaux acteurs. L'un est conseiller à ONU-SIDA et le deuxième est le secrétaire exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida pour le district de Bamako. Quels sont les grands enjeux en termes de riposte? Qu'est-ce qui a été fait depuis le début de la pandémie? Quels sont les défis structurels en termes de riposte et quels sont les rôles des différents intervenants? Mesdames et messieurs, autant de questions qui seront débattues au cours de cette émission. Nous vous faisons découvrir nos invités et le vif de ce sujet juste après notre jingle invité. De retour sur le plateau, Dr Bassirou Diallo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Fousseni. Je voudrais à titre personnel profiter de cet instant pour dire que Dr Bassirou Diallo est un grand acteur de la lutte contre le VIH-Sida. Je pense que nous, à titre personnel, nous avons fait beaucoup de films, nous avons fait beaucoup d'émissions et toute cette dynamique que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre de ce mois de lutte contre le VIH-Sida a été portée par ce monsieur. Votre modestie va en souffrir, mais il était important pour moi de dire tout ce que vous avez fait, en tout cas toute la dynamique que vous avez créée autour du cinéma en termes de contribution aux efforts de lutte contre le VIH-Sida. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre engagement en faveur de cette dynamique, mettant le cinéma au cœur du dispositif de lutte contre le VIH-Sida, Dr Bassirou? Merci Fousseni. Permettez-moi déjà de remercier et féliciter tous les téléspectateurs de D3 TV. Et aussi remercier l'ensemble de l'équipe de D3 TV pour cette contribution magnifique qu'ils sont en train de faire à la lutte contre le sida et particulièrement pendant ce mois de lutte contre le sida. Et je m'identifie comme un des acteurs clés de la lutte contre le sida au Mali parce que je n'ai pas travaillé dans d'autres domaines que ça. Depuis que j'ai fini l'école de médecine, ma thèse de médecine a porté sur ça et mon premier boulot jusqu'à là où je suis en train de travailler, je n'ai travaillé que sur le sida. Et j'ai eu la chance quand même de travailler à différents niveaux, aussi bien dans la prévention, la prise en charge. Maintenant, aujourd'hui, je suis à un niveau stratégique de réflexion et de production. Donc, du coup, je comprends mieux les enjeux de la lutte contre le sida et je comprends que tous les acteurs ont un rôle à jouer. C'est pour cela, pour moi, il est important et incontournable qu'on puisse faire cette lutte-là sans associer les acteurs de la communication, les acteurs du film. C'est pour cela que nous sommes retrouvés pour travailler ensemble et produire quelque chose qui pourrait rester éternellement dans le cadre de la sensibilisation sur le sida. En tout cas, merci. Monsieur Amadou Simaga, vous êtes secrétaire exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. En quoi consiste le rôle du secrétariat exécutif régional? Merci, M. Maïka. J'aborde le pas à mon co-débatteur. Mon bonsoir à vos téléspectateurs. Et votre participation inespérée en ces mois de lutte contre le sida, il est vraiment à féliciter. Merci beaucoup. Cela ne me surprend pas quand j'apprends que c'est avec Bassirou que vous coordonnez cette activité-là. On s'est connus il y a plus de 20 ans, effectivement. Lui en tant que jeune médecin, moi en tant qu'administrateur de l'action sociale,
d'abord, ensuite qui a embrassé la lutte contre le sida depuis les années 2006. D'abord à Tombouctou comme secrétaire exécutif régional, n'est-ce pas? Et depuis une quinzaine d'années dans le district de Bamako comme secrétaire exécutif régional. Et notre rôle, c'est effectivement la coordination, la facilitation, l'appui conseil. Il a dit, la lutte est multisectorielle. Ce n'est pas nous les acteurs, c'est tout le monde. Exactement. Vous êtes en train d'être acteur comme cela, en contribuant par la communication, par l'information, la sensibilisation, et qui fait défaut par les temps qui courent. Vraiment, merci à vous. Et vraiment, le secrétaire exécutif vous félicite et vous encourage vraiment à aller dans ce sens-là. Vivement d'autres structures comme vous pour nous accompagner. Merci beaucoup, M. Simaga. Je vais commencer ce débat avec vous, M. Diallo. Alors, quelles sont les grandes étapes dans la riposte globale contre le VIH-Sida? Merci Fousséni. Les grandes étapes dans la lutte contre le sida, on pourrait commencer déjà naturellement par la découverte de la maladie. Ça, c'était vers les années 81, où la maladie a été découverte. Et comme vous le savez naturellement, dans l'histoire de toutes les maladies, on découvre d'abord la maladie, ensuite on cherche la cause de la maladie. Exactement. Donc, après la découverte de la maladie en 81, le virus a été identifié, c'était en 1983. Donc, quand le virus a été identifié, c'était le VIH1, parce qu'il y a deux types de virus. Donc, le VIH2 a été découvert 3 ans après, en 1986. Et pendant cette période, c'était beaucoup plus en Europe et particulièrement aux États-Unis. Ensuite, en 1987, ça a été un moment charnière de la lutte parce que depuis la découverte de la maladie jusqu'à cette étape, presque on n'avait pas de traitement, on n'avait rien contre la maladie. C'est en 1987 qu'on a découvert la première molécule antirétrovirale efficace contre le virus. Mais ce médicament existait bien avant. Les scientifiques ont découvert que ce médicament pouvait être efficace contre le virus, donc ils ont commencé à l'utiliser. Ce n'est pas un nouveau médicament qui a été créé, qui est venu au monde à cette période-là. Non, il existait bien avant. Donc on a eu le premier traitement, la première molécule, disons, antirétrovirale en 1987. Donc on a continué, les premiers programmes ont commencé aussi dans beaucoup de pays à cette période-là, qui sont des étapes clés aussi pour moi. Il faut attendre jusqu'en 1996 pour avoir une révolution, une vraie révolution dans la lutte contre le sida, parce que c'est l'avènement de la trithérapie. L'association de 3 molécules qui permettent de faire en sorte que les patients vivent longtemps avec la maladie. Donc, quand on glisse maintenant vers les années 2000, en 2021, il y a eu une Assemblée générale des Nations Unies qui a eu la première déclaration d'engagement. Donc ça, c'est aussi une date charnière dans la lutte. En 1996, il y a eu la création de l'ONU-SIDA, un événement important à signaler. En 1996, il y a eu la création de l'ONU-SIDA. La décision de création a été prise en 1994 par le Conseil économique et social des Nations Unies. Mais l'organe même a vu le jour certains diront décembre 1995, janvier 1996. Donc c'est exactement ça. Maintenant, à partir de 2022, on a commencé à partir de 2000, les médicaments ont commencé à venir en Afrique, dans les pays du Sud. Donc depuis 1996 jusqu'au 2000, c'était le combat. Parce que ceux qui ont eu ces médicaments, ceux qui ont conçu ces médicaments pensaient que les médicaments ne devaient pas venir en Afrique, parce que les Africains ne savent ni lire ni écrire. Quand on envoie ces médicaments en Afrique, ces médicaments doivent être pris à des heures bien fixes, donc ils ne vont pas respecter les horaires, ils vont créer de la résistance et cette résistance finira par nous attraper et nous tuer nous-mêmes. Donc il y a eu un grand combat des acteurs de la lutte contre le sida au niveau du sud, mais qui était soutenu aussi par certains du nord. Donc ça a facilité l'avènement des ARV vers les années 2000. Il y a eu les initiatives. Il y avait quelque chose au Mali ici, IMARF, Initiative malienne d'accès aux antirétroviraux. Il y avait une initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux. Il y avait des initiatives comme ça dans beaucoup de pays. Donc, à partir de 2022-2023, il y a eu l'avènement des grands financements. Le Fonds mondial a été créé, le PEPFAR a été créé
Le PEPFAR, c'est le financement du président américain en matière de lutte contre le sida. Et le Fonds mondial, c'est l'ensemble des pays. Ils ont mis en place un panier commun et pour financer la lutte contre le sida. Mais pas que la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc maintenant, quelques années après, on a ajouté le renforcement du système de santé. Donc ces 4 dispositifs sont financés par le financement du Fonds mondial. Donc on a continué jusqu'à... Et à partir de là, on a commencé à faire quand même révolutionner fondamentalement, parce qu'avec les arrivées, c'est en 2011 que les scientifiques se sont rendus compte que en prenant correctement le traitement antirétroviral, avec une charge virale indétectable, on ne transmet plus la maladie. Ça, c'était en 2011. Donc, maintenant, en 2012, il y a eu la première PrEP, entre guillemets, prophylaxie, pré-exposition. Donc, il y a eu la découverte de la première molécule qui, on s'est dit, si on prend cette molécule, on peut se protéger par rapport à une infection à VIH. Donc, on continue jusqu'en 2025, mais en 2024, ça c'est une nouveauté, c'est le lieu aussi de parler de ça. Il y a une nouvelle molécule qui est apparue, qui a été confirmée, mais qui est apparue un peu là-bas, mais qui a été confirmée l'année passée, et qui, avec 2 doses, on peut avoir une protection annuelle. On va en revenir sur l'évolution, mais d'ici là, je voudrais faire réagir M. Simaga sur l'évolution pour le cas du Mali. Quelles sont les dates clés, quels sont les événements clés qui ont marqué le processus de riposte contre le VIH-Sida au Mali? Merci bien, M. Maïga. Et quoi que Bassirou a dit l'essentiel par rapport à ce qui s'est passé sur le plan international, je vais ajouter tout simplement que l'initiative dont il a parlé d'appui du président américain à la lutte contre le VIH, c'était en 2003. Le Fonds mondial en 2002, tout ça pour accompagner vraiment les pays, surtout nous les pays pauvres. Et cela dit, en termes aussi d'étapes essentielles qu'il faut souligner, je crois que c'est les 3,90 en 2014 qui ont été édictés par l'ONU-SIDA, à qui tous ces seigneurs, tout honneur, donc qui pilotent cette activité au plan mondial. On est parti de 3,90 au 3,95 et nous sommes au 3,95 aujourd'hui. Parlant du Mali, les étapes. Effectivement, c'est en 1985 qu'on a découvert les tout premiers cas au Mali. Et ça a déclenché des actions. Il a parlé d'initiatives comme IMARV, il a parlé de ça, et des plans qui ont été élaborés, n'est-ce pas? Et avec l'arrivée au pouvoir du président ATT, qui a eu à décréter, n'est-ce pas, la gratuité des soins des ARV au Mali. Ça, c'est une des étapes fondamentales. Et ça a découlé aussi sur la création du Haut Conseil national de lutte contre le sida en 2004. Finalement, son organe technique, qui est le secrétaire exécutif, en 2005. Et c'est de là que tout est parti et qui a élaboré aussi des documents normatifs, que ce soit la déclaration de politique nationale de lutte contre le sida, que ce soit les cadres stratégiques nationaux, les différents qui se sont succédés jusqu'à maintenant, et qui constituent la boussole. Parce que la lutte, elle est multisectorielle. Ce n'est plus la seule affaire du ministère de la Santé. C'est l'affaire de tous. Associatifs, services techniques, et autres que des services de la santé, les associations communautaires, les personnes vivant avec les VIH qui ont été organisées en association et qui sont en train vraiment de mener cette lutte-là. Et donc, on est à ces stades-là. Dr Bassirou, un aspect important sur la nouvelle stratégie. Oui, avant, je voudrais quand même insister sur un aspect par rapport à ce qui s'est passé au Mali. Il a parlé de la découverte du premier cas en 85. C'est très important. Mais c'est que là où je veux insister, c'est que beaucoup de Maliens ne savent pas que celui qui a découvert ce premier cas vit encore au Mali. Il est là. C'est le professeur Ali Guindo qui a découvert le premier cas au Mali. C'était en 85. Il vit encore. C'est important à noter. C'est important et les Maliens doivent le savoir. Exactement. En 87, le programme national de lutte contre le sida a été créé. Donc, comme il a si bien dit, de cette période jusqu'à la création du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, la lutte était uniquement centrée au niveau du secteur de la santé. Mais
on a compris très vite que le VIH dépasse le secteur de la santé. C'est plutôt un problème multisectoriel. Et c'est ce qui fait que l'ONU-SIDA a incité les pays à aller vers cette multisectorialité. Donc, cela a abouti à la création des secrétariats exécutifs dans tous les pays dans les années 2003-2004, dans presque tous les pays. Et du coup, de tous les pays. Donc, oui, presque dans tous les pays, presque dans tous les pays, en Afrique quand même, presque dans tous les pays. Et ces secrétariats exécutifs, il y avait l'ancrage, c'est un élément important. Soit au niveau de la présidence ou au niveau de la primature, pour pouvoir porter la multisectorialité de la lutte. Dans le cas du Mali, c'est attaché à la présidence. Et dans d'autres pays, c'est la primature. Mais l'important, c'est la multisectorialité de la lutte contre le sida. D'accord. Alors, revenons à la nouvelle stratégie 95, les 395. Qu'est-ce que cette nouvelle stratégie marque dans le dispositif global de riposte contre le VIH-Sida? En fait, pour parler des 395, je vais faire un peu l'historique. Il y a eu le constat. À partir de, je vous ai dit, en 2011, les scientifiques ont confirmé que, en prenant correctement les traitements antirétroviraux, avec une charge virale indétectable, on ne transmet plus la maladie. Même si c'est un rapport sexuel non protégé, on ne transmet pas la maladie. Donc, partant de ce constat, l'ONU-SIDA a dit, ok, si c'est le cas, on pourrait aller vers l'élimination de la maladie alors, l'élimination du sida. Et donc, comment aller vers l'élimination du sida? Imaginez si nous arrivons aujourd'hui à dépister toutes les personnes vivant avec le VIH et à les mettre tous sous traitement antirétroviral, que ce traitement antirétroviral soit correctement pris, on rompt la chaîne de transmission. Absolument. Et si on rompt la chaîne de transmission, il n'y aura pas de nouvelles infections. Exactement. Et s'il n'y a pas de nouvelles infections, donc, et le traitement antirétroviral ayant prouvé son efficacité, ceux qui sont sous traitement vont continuer à vivre. Il est aussi démontré scientifiquement que une personne qui vit avec le VIH, qui prend correctement son traitement avec une charge virale indétectable, a la même expérience de vie qu'une personne non infectée. Donc voici, partant de ce constat, que l'ONU-SIDA, à l'époque sous le leadership de Michel Sidibé, a lancé l'initiative des 390 d'abord. Les 390 ont été lancés officiellement en 2015, quand on élaborait un peu les ODD, par rapport au lancement des ODD. Donc on a dit, on va inciter le monde à aller vers l'atteinte des 395. Qu'est-ce que ça veut dire les 395? C'est de faire en sorte que, disons d'abord les 390, c'est de faire en sorte que 90% des personnes vivant avec le VIH soient dépistées et qu'ils connaissent leur statut sérologique. Donc 90% de ceux qui ont été dépistés, qui connaissent leur stratégie, il faut les mettre sous traitement antirétroviral. Ça c'est le deuxième 90. Et le troisième maintenant, c'est faire en sorte que ceux qui sont sous traitement antirétroviral, 90% aient une charge virale indétectable. Donc ça fait les 390. Donc ils ne transmettent pas. Exactement. Donc à partir de 2015, l'objectif c'était d'atteindre les 390 en 2020. Est-ce qu'on a atteint les 390? Je vais revenir là-dessus. C'était en 2020. Et maintenant, en se disant, si le monde arrivait à atteindre les 390 en 2020, on est sûr qu'on pourrait aller vers l'élimination. Et un autre objectif intermédiaire, c'était d'atteindre les 395 en ce moment, en 2025. Et avec l'atteinte des 395 en 2025, naturellement, on allait vers l'élimination en 2030. Voici le schéma que l'ONU-SIDA avait engagé le monde adopter et qui a été adopté. Des objectifs ambitieux. Exactement. Il fallait pour vraiment aller il fallait ça vraiment. Parce qu'il faut fixer les caps. Et c'est le rôle de l'ONU-SIDA. Il l'a fait. Et il veille sur ça. Et ils appuient, là l'ONU-SIDA appuie les différents pays pour atteindre ces objectifs-là. Même s'ils ne sont pas atteints. En ce qui concerne le Mali, ce n'est pas atteint. Et il y a des multiples facteurs qui président en cela. Et nous allons en parler. Alors je vais peut-être vous faire réagir sur un dernier point pour cette étape introductive de notre émission. Alors, vous qui êtes au niveau du Haut Conseil, du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, alors quels sont les succès enregistrés à ce jour en matière de riposte? Il y en a beaucoup. Allez-y. Le premier succès, c'est que la mortalité est revue à 60%. Baisse de 60% de la mortalité liée
au sida. Au sida, ok. Chose importante. Ok. Autre succès. Et en 2001, on comptait, dans les années 2000, on comptait qu'il y ait peut-être 5% des personnes vivant avec le VIH qui sont antirétroviraux. Okay. Mais aujourd'hui, au Mali, on est à pratiquement 70%. C'est extrêmement important. Exactement. Entre autres, comme un succès, voilà ce que l'on peut dire à ce niveau-là. Et en ce qui concerne l'atteinte des 3,90, j'ai dit, on est encore un peu loin du compte. Je crois que vraiment, on est en train de se coucher, d'avoir des appuis par-ci, par-là, pour aller dans ça. Parce qu'avec toutes les difficultés que les pays connaissent, c'est vraiment difficile. Donc, en résumé, aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH-Sida, avec l'apport de tous les partenaires du Mali, avec l'apport du Mali même, vraiment, les gens vivent normalement plus longtemps. Les VIH, ils vivent normalement, ceux qui sont observants. C'est-à-dire qu'ils prennent correctement leurs médicaments. Parce que ça, c'est vraiment important. Ensuite, vraiment, la majorité aujourd'hui a accès aux antirétroviraux et c'est encore une fois gratuit. Docteur Bassirou Diallo, les succès enregistrés au-delà des éléments évoqués par M. Simara. Il a dit, mais moi je vais schématiser un succès pour moi qui est le plus important, au-delà des chiffres, au-delà de tout ce qu'on dit. Moi je me rappelle, jeune médecin vers les années 2000, 2001, 2002, 2003. À l'époque, le traitement était centralisé à Bamako. J'étais basé à Mopti, j'ai réussi à mettre les gens sous traitement antirétroviral qui vivent encore. Je pense pour moi, il n'y a pas meilleur succès que ça. Qui vivent aujourd'hui, quand ils se présenteront à vous ici, vous allez jurer qu'ils n'ont rien. La longévité. Exactement. Donc ça, c'est un élément très important. Donc le succès, il a dit l'essentiel. Mais notre succès, c'est quoi? C'est qu'en 2001, 2, 3, le médicament était uniquement disponible à Bamako. On a commencé par l'IMARV. Et l'IMARV, c'était uniquement à Bamako. Il n'y avait que 3 sites de prescription. Point G, Gabriel Touré et Césac. Quand tu étais une personne vivant avec le VIH, tu étais obligé, pour accéder au traitement, il fallait aller sur 3 de ces sites-là. Imaginez, même le Bamako, tout Bamako n'avait pas le traitement, a fortiori les autres. Mais aujourd'hui, le traitement il est un peu partout. Et ça, permettez-moi de citer une phrase célèbre d'Amadou Toumani Touré, qui, lors d'un de ses discours, il a dit: je veux que les médicaments aillent aux malades, pas le contraire. Et cela a été un déclic. Ça a amené le ministre, tout le monde s'est engagé. Et aujourd'hui... Il évolue le ministère en fonction de leur engagement vis-à-vis du sida. Exactement. Et parlant de succès, Amadou Toumani Touré reste inéluctablement le plus grand maillon de ce succès. C'est les champions en la matière, sans embâche. Ce que j'allais oublier et qu'il ne faut pas oublier comme succès. Imaginez-vous, de 2001, on était en 1,7. On est allé 1,7 en termes de prévalence. En termes de prévalence. On est allé en 2010 à 1,3. En 2012-2013 à 1,1. Et aujourd'hui, nous sommes à 0,76%. Le taux de prévalence. Docteur Bassirou, expliquez-nous théoriquement ce que veut dire taux de prévalence pour le public qui nous suit. C'est quoi le taux de prévalence? Comment se manifeste-t-il? En fait, le taux de prévalence, c'est juste une valeur qui permet de voir le pourcentage de personnes qui sont touchées par une affection pendant une période donnée. D'accord. On termine avec vous? Oui. Bon, c'est ce que je voulais souligner. Vraiment, de 1,7 à 0,76, je vois qu'il y a des parcours qui ont été faits. Mais cela dit, on veut 0 sida à l'horizon 2030. Exactement. Voilà, 0 sida à l'horizon 2030. C'est décrété par le doyen Simaga. Nous prenons une petite pause et nous revenons pour rentrer dans le vif de cette émission dédiée à la riposte globale sur le VIH-Sida au Mali. De retour sur le plateau, nous enchaînons avec vous, Dr Bassirou Diallo. On parle de riposte. Alors, concrètement, en quoi consiste la riposte contre le VIH-Sida? La riposte contre le VIH-Sida, c'est un ensemble d'interventions allant de la prévention à la prise en charge, en passant par les soins et les questions des droits humains qui sont offerts
en matière de lutte contre le sida. C'est ce qu'on appelle la riposte. Et sans oublier la mobilisation des fonds, parce qu'il ne peut pas avoir une riposte sans argent. Sans argent. Alors, M. Simara, sur le plan spécifique du Mali, qu'est-ce qui a été fait en termes de riposte? Voilà, ce qui a été fait, c'est Maous, mais il y a encore du chemin à parcourir. Et il dit, à partir de la création du Haut Conseil, et la création du secrétaire exécutif qui a son bras technique, j'ai dit des cellules de coordination de la lutte contre le sida ont été créées au niveau pratiquement de chaque département ministériel. Et dont l'une des plus importantes, c'est celle du ministère de la Santé, qui englobe aujourd'hui la lutte aussi contre la tuberculose et le paludisme à travers le Fonds mondial. Et donc, ça c'est sous contrôle de chaque ministre sectoriel. C'est sur le sectoriel. Et donc, au niveau de chaque région aussi, on a demandé au gouverneur de créer aussi, un peu à l'image du Haut Conseil qui est présidé par le président de la République, de créer aussi des conseils régionaux de lutte contre le sida des gouverneurs. Et donc, qui pilotent aussi un certain nombre d'activités, qui coordonnent, en tout cas sur le plan politique, et ce que font les structures sociales, ce que font les structures de la santé, les associations et ONG. Au niveau cercle, même chose. Donc il y a un engagement institutionnel, c'est-à-dire de la présidence de la République, c'est-à-dire de Bamako aux confins les plus éloignés du Mali, des structures qui ont été mises en place, en tout cas créées, pour être opérationnalisées, pour faire face au sida. Et sur les aspects prévention, sur les aspects prise en charge et sur les aspects accompagnement psychosocial des PVH, parce qu'il n'y a pas que les médicaments. Le sida, vraiment, c'est une maladie handicapante et c'est une maladie qui crée beaucoup de problèmes sociaux qu'il faut accompagner. À un moment donné, d'ailleurs, il y avait des financements du Fonds mondial par rapport à ça, vis-à-vis des enfants et autres enfants vulnérables au sida. Vous vous rappelez, Basirou? Tout à fait. Et donc, mais le fera un programme, ça naît, ça se développe et ça prend fin. Exactement. Ça a pris fin aujourd'hui, mais vu la nécessité, en tout cas, le secrétaire exécutif régional, autant que FRCP, et le secrétaire exécutif lui-même au niveau national, autant que FRCP, malgré les difficultés, nous les rapportons au-delà de l'achat des médicaments pour les PVH. Parce que tout n'est pas que l'achat du Fonds mondial. Il y a l'État aussi qui en achète. Et donc, au-delà de tout ça, les questions de formation, les questions d'accompagnement psychosocial, qui sont plus encore prises en charge par les bailleurs de fonds, les sont par les moyens de l'État, à travers vraiment les secrétaires exécutifs régionaux et autres. Alors, Dr Bassirou Diallo, un très bon dispositif institutionnel qui a ses mérites sur le terrain, mais au-delà de tous ces aspects positifs, quels sont les défis réels en matière de riposte aujourd'hui contre le VIH-Sida au Mali? Il y a un certain nombre de défis auxquels nous devons nous attaquer si nous voulons aller vers l'élimination du sida à l'horizon 2030. Le premier de ces défis, c'est d'abord la coordination. Le dispositif, il a été décrit, il est très bien, mais il y a des marges de progression possibles. En termes de coordination, on peut améliorer le fonctionnement de ce dispositif par la tenue des différentes instances, parce que ces derniers temps, nous avons constaté que certaines instances ne se tiennent pas. Donc ce serait bien si les autorités nous écoutent, nous les invitons à nous aider à faire en sorte que les instances du Haut Conseil puissent se tenir du niveau national, comme il a dit, jusqu'au niveau décentralisé. Ça, c'est un premier défi. Parce qu'en fait, l'importance de ces sessions, c'est quoi? Je vais vous donner une anecdote. Moi, je me rappelle, j'étais à Mopti, le coordinateur du CESAC de Mopti. Et les sessions du Haut Conseil, c'était à Koulouba, sous l'autorité et la présidence du président de la République. À l'époque, c'était ATT. C'était ATT. Et toutes les régions venaient, tous les gouverneurs, toutes les délégations étaient conduites par les gouverneurs. Je me rappelle une fois, le gouverneur de Ségou... il a demandé à présenter. Il a présenté à Bousso. Et il a fait une présentation magnifique dans la salle. On est retourné à Mopti. L'année suivante,
le gouverneur nous a mis la pression, parce que lui aussi voulait. Ouais, exactement. Exactement. Donc, on leur avait dit que chaque gouverneur allait présenter. Oui, ça crée une émulation, positive, entre les différentes régions. Donc, on pense que si on arrive à refaire cela, on comprend le contexte particulier du pays maintenant. Exactement. Mais le contexte aussi ne doit pas nous faire en sorte que on occupe peut-être certaines bonnes pratiques qui ont fait la fierté de ce pays. Okay. Donc, en matière de lutte contre le sida. En matière de lutte contre le sida. Okay. Donc ça, je voulais... Mais aussi, il y a des défis au niveau... Ça, c'est le défi politique et stratégique. Exactement. Mais il y a des défis aussi au niveau programmatique. Okay. Au niveau programmatique, on a quand même un programme qui est là, au niveau du ministère de la Santé, qui se bat pour faire fonctionner les choses. Okay. Mais il faudra encore travailler pour une bonne coordination, une bonne implication entre tous les acteurs clés. Okay. Par exemple, entre la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la direction générale de la santé, les DRS. Okay. On a fait un pas énorme. Hein. Okay. On a fait un pas énorme. Quand je vois, par exemple, la nouvelle subvention en cours, on parle même de régionalisation. Okay. Donc ça, ce sont des pas donc ce sont des dynamiques qui doivent être encouragées et qui doivent continuer. Okay. On a aussi des défis au niveau opérationnel. Okay. Au niveau opérationnel, il faudra que les acteurs qui sont sur le terrain comprennent que tout ce qu'ils posent en matière d'actes par rapport à la lutte contre le sida, ils le font d'abord pour leur propre population. Okay. Parce que Krosimara disait effectivement, les gens pensent toujours l'argent, argent. Mais tout ce que nous le faisons d'abord pour notre propre population. Exactement. Donc, si on comprend cela, je pense que ça va beaucoup nous aider. Ok, on va en revenir sur la notion des défis. Mais je voudrais faire réagir M. Simaga sur le mécanisme régional. À Bamako, comment s'organise le mécanisme de riposte contre le VIH-Sida? J'avais tantôt décrit les schémas. Oui. Je disais qu'il y avait un conseil régional de lutte contre le sida piloté par le gouverneur. Okay. Et en marge de ça, il y a ce qu'on appelle le groupe technique de suivi et évaluation qui est créé, une création aussi du gouverneur. Okay. Donc purement technique, en son temps, qui se réunissait chaque 3 mois sur toutes les données. Donc chaque intervenant venait avec vraiment ses activités, présentait devant tout le monde. Donc on tirait ensemble les leçons. Tout le monde, chacun savait ce que chacun faisait. Et s'il y a des difficultés, ensemble on les gérait. En ce moment, il y avait des financements par rapport à ça aussi sur le Fonds mondial. Maintenant, quand le Fonds mondial a cessé de financer, parce que c'est un peu ça, hein, Fonds mondial, Banque mondiale, en tout cas les financements extérieurs ont leurs limites. Exactement. Ce n'est jamais souverain. C'est des appuis. Et tout appui peut prendre fin à tout moment. Exactement. Et raison pour laquelle en son temps, Malksem disait vraiment il faut créer les fonds nationaux de lutte contre le sida. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont arrêtées aujourd'hui, faute de moyens. Exactement. Mais malheureusement, le pays est en guerre. C'est les termes qu'il faut utiliser. Donc, vous parlez des défis tantôt. Les défis, c'est aussi vraiment de faire en sorte que les systèmes de santé puissent résister à tout ça. Exactement. Est-ce que ça résiste à souhait? C'est une grande question. Aussi, la stigmatisation, la marginalisation et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je crois que ça... C'est courant. Il y a du travail. C'est vraiment courant. Et donc, il faut travailler dans ces centres-là. À Bamako, spécifiquement, quelle est la situation du VIH aujourd'hui à Bamako? La situation du VIH, c'est que malheureusement, Bamako aussi, au jour d'aujourd'hui, le taux national, c'est 0,76%. Bamako, c'est 1%, malheureusement. Bon, ça se comprend. Bamako, c'est la métropole. Et c'est là où tout le monde se retrouve. Et comment dirais-je, ce qu'il ne faut pas oublier, si le taux national c'est 0,76%, et bien il y a des groupes dans lesquels vraiment c'est multiplié par 10, multiplié par 15. Par exemple, les hommes ont un de 16 avec d'autres hommes. Ils sont à un taux de 12%. Et c'est à Bamako la plupart du temps. Les professionnels du sexe, elles sont à 8% de taux de prévalence. Ceux qui s'injectent de la drogue et qu'il y en a à gogo à Bamako, c'est dans les environs de 5%, etc. Les personnes handicapées, elles sont concernées aussi, mais pas moins de 2%. Et tout ça, Bamako étant la vitrine, tout le monde est à Bamako, c'est ce qui fait que Bamako a les taux les plus élevés. Mais c'est à Bamako aussi où il y a c'est-à-dire plus de la moitié de la file active, c'est-à-dire plus de la moitié des personnes avec les VIH-Sida sont prises en charge à Bamako. D'accord. C'est ça. Docteur Bassirou. Nous détenons quand même ces records de 1%. Et que
pour lesquels je vais me battre pour qu'on descende à moins de 76%. Inch'Allah. Inch'Allah. Docteur Bassirou, qu'est-ce qui explique un peu cette vulnérabilité de Bamako par rapport aux autres parties du Mali? Et quelle est la situation des régions? Je sais qu'il y a des régions qui sont plus vulnérables par rapport à d'autres régions. Il y a des zones géographiques qui sont plus vulnérables. Est-ce qu'on peut avoir un taux d'horizon sur cette notion de vulnérabilité avec vous? Oui, Bamako, je pense qu'il a bien résumé le contexte de Bamako. Bamako, c'est un peu l'urbanisation, donc c'est la grande ville, tout le monde se dirige vers Bamako, et donc toutes les pratiques aussi sont concentrées à Bamako. Donc ça explique un peu cette prévalence élevée à Bamako. Mais après Bamako, c'est Ségou qui vient. Après Ségou, c'est Koulikoro, ensuite Koulikoro, Kaye. Ouais. Et donc voici un peu comment la prévalence se présente au Mali. Ok, d'accord. Alors, avec vous, quels sont les enjeux, les véritables enjeux liés à la réponse du VIH-Sida? Véritable enjeu, il faut le leadership. On ne peut pas gagner cette lutte sans le leadership engagé. Et quand je dis le leadership, c'est à tous les niveaux. Okay. À tous les niveaux, pas seulement qu'au niveau national. À tous les niveaux, du niveau supérieur jusqu'au terrain, il faudra que chacun se sente concerné par ça. En termes de responsabilité. Exactement. Se sente concerné par ça et qu'il sache que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons pour nos frères et sœurs. Exact. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Un autre défi, c'est le financement. C'est le financement. Aujourd'hui, avec la rareté des financements, surtout des financements internationaux, alors que la plupart, 80% de la lutte du Mali est financée par l'extérieur. 80%. Ah oui, malheureusement. Donc, oui. Donc aujourd'hui, avec le tarissement de ces financements, il faudra que nous nous réinventons en interne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Et pour moi, les taxations sur la téléphonie, on doit faire en sorte qu'une partie de cette taxe-là soit utilisée pour financer la lutte contre le sida. Pour moi, il faut le faire. Et ça, je demande au président de la République de faire cela. Ce sera un acte énorme de souveraineté. Aujourd'hui, imaginez les antirétroviraux, la première ligne de traitement, 100% achetés par le financement extérieur. Ça, ouais. Les tests de dépistage, 100% achetés par le financement extérieur. Nous parlons de souveraineté aujourd'hui. Et donc, nous devons prouver aussi cette souveraineté en matière de lutte contre le sida. Et moi, je pense que les fonds de taxation, on doit faire en sorte qu'une partie revienne à la lutte contre le sida. Ça va permettre de garantir le financement de la lutte contre le sida. Et ça va permettre au Mali de faire des bons énormes avec le tarissement de ces subventions. Alors, le thème retenu cette année, le thème national, c'est tarissement, ou si vous voulez, arrêt du financement extérieur, opportunité pour promouvoir le financement souverain. Est-ce que c'est un début de solution, M. Simaga? M. Maïga, ce n'est pas une nouveauté pour nous au niveau du secrétaire exécutif. Depuis 15 ans, il le sait, on s'est battu pour la création du Fonds national de lutte contre le sida. Parce qu'on parle de fonds souverains aujourd'hui. 100 milliards en 6 mois, en tout cas en moins d'une année. C'est vraiment fondamental. Qui pouvait imaginer que les Maliens pouvaient générer ça en une année par l'intérieur. Donc c'est faisable. Donc il y a une main qui est déjà là. Bon, peut-être on va continuer à faire les plaidoyers, faire en sorte que on voudrait que l'ONU-SIDA aussi nous appuie sur le plan technique et sur le plan plaidoyer, parce que d'ailleurs aussi c'est le plaidoyer, nous amener vraiment dans un futur immédiat à avoir en tout cas une partie de ces fonds-là qui puissent être affectés à la lutte contre le sida et à la lutte contre la maladie en général. Pourquoi pas? Docteur Bassirou Diallo, sur le dispositif de riposte, naturellement avec des zones qui sont sous occupation ou des zones qui sont enclavées en raison du fait sécuritaire. Alors, quelles sont les dynamiques en termes de riposte dans ces zones au risque? Ce qui est important et intéressant déjà, c'est vrai, il y a la crise sécuritaire, tout le monde est au courant, mais presque dans toutes ces zones, quand je prends le dispositif sanitaire est sur place. Ça, c'est important. Actuellement, oui. Oui, le dispositif sanitaire est sur place. Malgré tout. Là, oui, les directions régionales sont presque dans toutes les régions. Les districts au niveau, les médecins-chefs sont sur place avec leur équipe. Dans beaucoup de zones, les CESCOM aussi fonctionnent. Les CESCOM existent. Fonctionnent. Ça, c'est déjà
un élément essentiel sur lequel on peut s'appuyer. Exactement. Les secrétaires exécutifs aussi, la plupart sont presque sur place dans presque toutes ces régions. Ok. Dans toutes ces Sauf les nouvelles régions qui n'ont pas Exactement. eu d'affectation des Ils n'ont pas secrétaires exécutifs régionaux. Ok. Donc, Mais c'est en cours. Ok. Donc, ce dispositif minimum qui existe, nous devons nous appuyer. Maintenant, il y a moins de présence d'ONG nationales ou d'ONG qui interviennent dans le truc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des ONG humanitaires. Ok. Et l'astuce qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ONG humanitaires interviennent dans la lutte contre le sida. Qu'ils ne soient pas focus uniquement sur l'humanitaire, mais qu'ils s'ouvrent un peu pour pouvoir faire intervenir dans les activités de lutte contre le sida dans les zones humanitaires. Ok. Et ça, le financement du Fonds mondial a été utilisé pour faire cela. Ok. Donc, comme je l'ai dit, le dispositif sanitaire étant sur place aussi, tout ce qui est activité de dépistage, de mise sous traitement, on s'appuie sur le dispositif sanitaire pour pouvoir le faire. Il y a des défis sur le terrain, mais l'essentiel est protégé. Ok. On va récapituler, messieurs. Quelles sont les actions les plus concrètes qui manifestent nos succès aujourd'hui en matière de réponse contre le VIH? Concrètement, ce que le Mali peut vendre, ce dont le Mali peut être fier, c'est la gratuité des antirétroviraux. Okay. C'est vraiment fondamental. Ok. Mais écoutez, il le sait. Au tout début, c'était combien? Peut-être plus de 10 millions par mois. Wow. Ah oui, oui. Et maintenant, c'est vrai. Ça a été érigé en médicaments d'essai, etc. Mais qu'à cela ne tienne, tu vas trouver des couches dans notre pays. Même 10 000 francs d'ordonnance par trimestre, ils ne pourront pas les... C'est la garantie. Exactement. Et donc c'est gratuit. Ok. Les bilans sont gratuits, les médicaments sont gratuits, et ils sont accompagnés. Encore une fois, je dis, on va même au-delà des médicaments. Ok. Moi-même, en tant que secrétaire régional du district Mako, chaque année, au moins 2 ou 3 fois par an, mes appuis vont vis-à-vis de ces gens de PVVH en termes d'appui alimentaire, en termes de kits scolaires, etc. etc. Ok. C'est vraiment fondamental. Ok. Parce que le sida, c'est une maladie vraiment sociale. Ok. Donc il faut avoir aussi une approche composante sociale par rapport dans la à tout réponse. ça. Voilà. Gratuité. Et ça, ce n'était qu'un un seul succès. succès. L'autre succès, et je reviens là-dessus, et c'est fondamental, l'espérance de vie, qui devient à peu près la même pour une personne vivant avec le VIH qu'une personne non atteinte de VIH. Ça, c'est fondamental. Ok. L'autre, de 1,7, on est à 0,7%, même si Bamako est à 1%, je crois qu'il faut se féliciter. Ok. Docteur Bassirou, Oui. le succès. Succès, il a dit la réduction de la prévalence. Ça, c'est un élément très important Ok. en matière de succès dans la lutte contre le sida. Mais pour moi, le plus grand succès, c'est ce que j'ai dit et que je vais encore répéter. C'est quand je vois les patients que j'ai mis sous traitement antirétroviral, il y a 20 ans, il y a 25 ans, qui sont encore en vie. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur succès que ça. Exactement. Et ça, on a des milliers de personnes comme ça Ok. que nous avons mis sous traitement. Et souvent, quand je cause avec les jeunes, je m'excuse de parler comme ça un peu, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, j'étais le plus jeune médecin de la région de Mopti. De Mopti. Mais à l'époque, le médicament presque n'existait pas. Quand on commençait une réunion avec les personnes vivant avec le VIH, on les mettait ensemble pour mettre en place des associations. On commençait une réunion. On ne pouvait pas faire une réunion chaque 5 minutes, chaque 10 minutes. Il fallait que quelqu'un se lève. Ouais. Il se lève pour aller pour les besoins et autres là. Parce qu'on n'avait pas de traitement. Le seul traitement qui existait, c'était le cotrimoxazole et le verbe. Nous, on parlait. Pour soulager le truc. Mais aujourd'hui, ces gens, les personnes vivant avec le VIH, on tient des réunions, ils ne se soucient même pas des infections opportunistes. Ça, c'est derrière nous maintenant. Exactement. Donc, pour moi, le meilleur succès, c'est toujours de voir quand je sors, quand je vois mes patients. Même hier, au 1er décembre, j'en ai vu dans la salle. Ils sont plus luisants que toi. Exactement. Ils sont plus luisants que nous tous réunis ici. Exactement. Donc, pour voir la dame là, la chanteuse de la chorale, Oui. vous pouvez jurer que là, le VIH, Ah. Donc, c'est ça. Ça sauve des vies. Ouais. Ça sauve des vies. Non, ce que vous dites est elle est extrêmement... en un bon point, aucun problème. Elle est à l'aise comme tout le monde, sinon plus à l'aise que tout le monde. Ok. Ça, c'est Donc, fondamental. en réalité, je pense qu'il y a aussi cette nécessité de communiquer aussi sur ces bonnes pratiques, sur ces exemples, pour briser
la chaîne de la peur. Beaucoup. Nous devrions beaucoup communiquer. Je pense que ça fait partie aussi des défis. Parce que la communication, tout ce qui est activité de prévention et autres là, a été un peu délaissé. Ouais. Moi, quand je prends l'exemple sur notre jeune âge, quand nous étions encore étudiants à l'école de médecine, on nous a martelé avec sida. On avait tellement peur de ça. Ouais. Mais aujourd'hui, nous, nos enfants, nos trucs, ils ne connaissent pas presque. Ouais. Parce qu'on n'en parle plus. Ouais. On n'en parle plus. Donc, on doit travailler. Mais le message doit surtout changer. Okay. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer maintenant un message de peur, Ouais. mais un message d'espoir. Exactement. Pour amener les gens à comprendre qu'on peut vivre avec cette maladie Ouais. en prenant correctement son. Le médicament, il est, disons, le sida est passé maintenant dans la catégorie des maladies chroniques. Des maladies chroniques, exactement. Comme le diabète, comme l'hypertension. Exactement, c'est dans la maladie chronique. Tu prends ton traitement, tu vis avec. Exactement. Et moi, pour une anecdote, comme j'aime bien causer avec les gens et j'aime les trucs, il y a une personne, je discutais avec une personne, elle me dit, mais docteur, tu ne sais pas que nous, on est plus à l'aise que ceux qui vivent avec le diabète, là. Au moins parce que nous, on peut tout manger, là. Non, mais c'est vrai. Il dit, oui, juste nous, on prend notre médicament, on peut tout manger. On peut tout manger, exactement. Et ils prennent leur médicament, mais ils ne peuvent pas tout manger. Exactement. C'est ce genre de discours aussi qu'il faut mettre en avant pour nuancer un peu les perceptions. Oui. Monsieur Maïga, un aspect que je veux ajouter par rapport au jour d'aujourd'hui, par rapport à ces déficits de communication. En son temps, il y avait beaucoup d'argent. Il y avait des projets ont été créés rien que pour l'information et la sensibilisation. Exactement. La sensibilisation, tous azimuts, parce qu'il y avait de l'argent. Ouais. En ce moment, c'était la Banque mondiale ou vraiment et autres. Ouais. Et donc, depuis 15 ans, eh bien, c'est ces financements qui se sont taris. Okay. Et c'est ce qui fait qu'il y a un déficit de communication. Okay. En tout cas, nous, on est en train de se battre, même si c'est sur le budget d'État, oui. Vraiment, il faut dégager des lignes pour la communication, l'information et la sensibilisation, surtout en milieu scolaire et au milieu des jeunes. Surtout cette affaire-là, ça concerne les 15 à 24 ans, maximum 30 ans. Donc c'est la crème même, c'est la fleur de l'âge qui est vraiment décimée la plupart du temps. Et donc faisons en sorte que vraiment... Et puis bon, ce que vous êtes en train de faire, ça contribue à cela. Sans pour autant que peut-être, en tout cas, que le secrétaire exécutif ne débourse 1 franc. C'est votre contribution. Peut-être le LOLICIDA, oui, dans le cadre du partenariat. Mais c'est déjà quelque chose. Vraiment qu'on n'aboite les pas à vous pour informer, sensibiliser, dire ce qu'il en est. Ce n'est plus la mort devant soi, c'est vraiment de l'espoir. On vit avec et de la plus belle manière. De la plus belle des manières, nous terminons cette deuxième étape de cette émission avec les points à consolider. Le défi soulevé à l'instant par M. Simega pose la problématique de certains segments à améliorer. Je pense que le segment de la communication fait partie. Au-delà de ce segment communicationnel, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs à revoir dans le plan de riposte globale sur le VIH-Sida, Dr Bassirou? Oui, les dispositifs à revoir, on va revenir sur certaines choses qu'on avait déjà évoquées. Oui. C'est déjà le financement. Le financement. Il faut qu'on travaille, qu'on fasse en sorte qu'on renverse la tendance un peu. 80% financé par l'extérieur, 20% de financement interne. Mais peut-être que dans 5 ans, qu'on arrive à 80% de financement interne et 20% de financement extérieur. Je pense que ça doit être un objectif. Et c'est possible. On peut le faire. Et ensuite, les ressources humaines aussi, il faudra que chacun de nous, nous puissions assumer notre responsabilité par rapport à cette lutte. Partout où nous sommes positionnés, dans le dispositif sanitaire, dans le dispositif social, partout où nous devons intervenir, faisons en sorte qu'on puisse le faire conformément aux exigences. Voilà, notion de responsabilité extrêmement importante. En tout cas, nous, à D3 TV, en tant que médias citoyens, nous ne manquerons pas d'apporter notre modeste contribution à travers ce genre d'émission, mais aussi d'autres initiatives telles que la mobilisation du cinéma, de l'image, comme outil de mobilisation sociale, mais aussi instrument pour faire changer les perceptions. C'est la fin de la deuxième rubrique de cette émission. Nous observons une courte pause et nous revenons pour un autre égard en termes de conclusion. De retour sur le plateau, Dr Bassirou Diallo, quelles sont les couches de la société qui souffrent en termes de riposte? Quels sont les parents pauvres de la lutte contre le VIH-Sida au Mali?
Moi, je ne dirais pas parents pauvres, mais effectivement, il y a des couches qui portent plus l'épidémie. Ok. Simara l'avait dit, je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, quand on prend la prévalence générale au Mali, on se rend compte que la prévalence générale, elle est relativement faible. On est autour de 8% en termes de prévalence générale. Mais quand tu prends certaines couches particulières, cette prévalence est très élevée. Ok. On a cité tantôt, nous, il y a un groupe qu'on appelle les populations clés, parce que ce sont les populations qui sont le moteur de la transmission. On les appelle les populations clés. Donc, le groupe de populations clés, il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Aujourd'hui, nous savons que cette pratique, nous avons des textes qui interdisent, qui criminalisent, disons exactement, qui criminalisent cette pratique. Donc, il a été constaté que dans cette couche, la prévalence est relativement très élevée. Par exemple, si nous prenons le cas des études qui ont été faites dans le passé au Mali, par rapport à cette couche, nous montraient une prévalence autour de 13%. Ok. Donc, il y a aussi les professionnels de sexe. La prévalence est autour de 7% aussi. Les utilisateurs de drogues injectables. Et toutes ces pratiquants existent au Mali. Mais il y a un élément important sur lequel je vais insister. Je vais insister. Parce que le contexte social fait que ce sont des groupes qui se cachent souvent. Exactement. Et sachant, ce contexte social fait aussi que ce groupe, malgré qu'ils ont ces pratiques, ils se marient. Ouais. Donc, du coup, la prévalence étant très élevée dans ces couches, imaginez qu'ils se marient avec une sœur, une cousine, un truc, et que si l'infection est là, l'infection est transmise à cette dernière, imaginez si le mariage, par exemple, ne va pas loin, un divorce et autres, cette dame se remarie. Ok. C'est des facteurs de transmission. Exactement. Donc, il y a cette passerelle qui existe. Ok. Qui existe. Donc, nous devrions travailler pour faire en sorte que de briser cette passerelle et faire en sorte que la prévalence élevée dans ces couches particulières soit maîtrisée pour protéger la population générale. C'est une question de santé publique, c'est une question de survie pour notre population. Monsieur Simara. Les zones de production, il ne faut pas les oublier. C'est des potentiels réservoirs de propagation. Les mines, par exemple. Imaginez ce qui se passe là-bas. Les sites d'orpaillage. Les sites d'orpaillage, bon, oui, surtout. Les sites d'orpaillage, parce que les mines, là, c'est organisé. Même là aussi, bon, il faut accompagner. Parce que tout regroupement d'hommes doit être accompagné. Exactement. En matière de lutte contre le VIH. Vous comprenez? Il y a aussi les zones de production de rizicoles, telles que l'Office du Niger, qu'il ne faut pas oublier. Les zones CMDT. C'est-à-dire, tout grand rassemblement d'hommes et de femmes, même vraiment, il faut avoir un regard particulier par rapport à ces aspects-là. Et de plus en plus, le secteur exécutif actuel est en train d'appuyer des actions à l'âme dans ce sens-là. En tout cas, au niveau des zones d'orpaillage et autres là. Et il n'y a pas plus tard qu'un mois, on a même vu financer un sous-projet qui est en train de se développer à ce niveau-là. Information, stabilisation et dépistage. Éventuellement prise en charge si référence et autres, quand il y a des cas de détectés. Alors, et les écoles, les universités? Il ne faut pas les oublier, je disais. Et il l'a dit aussi dans ses propos. Il y a 15 ans, ce n'est plus l'information et la circulation un peu partout. Les jeunes d'aujourd'hui, vous les interrogez sur les aspects IST, VIH, SIDA, ils sont novices. Ils connaissent beaucoup d'autres choses sur les téléphones et autres, l'intelligence artificielle et autres. Mais tout ce qui est santé sexuelle, vous allez trouver qu'ils ne sont vraiment pas au top par rapport à cela. Ce n'est pas leur faute, parce que l'information et l'accompagnement leur a manqué. Donc les milieux universitaires, les écoles et autres, dans un moment donné, soit ATT, il y avait même obligation sur le ministre de l'Éducation, à chaque rentrée, d'organiser des leçons modèles sur le VIH-Sida. Bon, aujourd'hui, ça peut se faire aujourd'hui, mais ce n'est plus une obligation. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est des pratiques positives qu'il ne faut pas laisser tomber, malgré les problèmes. La structure sociale du Mali aussi fait partie un peu des contraintes en termes de réponse. Avant d'arriver à la structure sociale, je voulais un peu revenir sur le milieu universitaire. C'est vrai que je me rappelle, il y a une étude qui a été faite au Mali. L'étude date
d'une certain nombre d'années. Exactement maintenant. Mais qu'est-ce que cette étude avait prouvé? Cette étude avait prouvé que, par exemple, j'avais dit que la prévalence est relativement élevée dans certaines couches spécifiques. Oui. Et cette étude avait prouvé que la pratique homosexuelle, c'était autour de 20, ça avoisinait les 20% dans le milieu universitaire malien. Ok. Et l'utilisation du drogue, ça tournait aussi autour à peu près de ces mêmes chiffres. Imaginez. Ça veut dire qu'il y a un travail, à faire. Exactement. Et il y a quand même un paradoxe parce qu'on part du principe que les universités sont en tout cas constituées de personnes qui ont un certain niveau d'instruction. Alors ça veut dire que le problème de la lutte contre le VIH-Sida n'est pas forcément un problème d'éducation, mais c'est aussi un problème, une dynamique globale. Alors, bien sûr, c'est une dynamique globale. Alors qu'est-ce que les segments comme les segments culturels, artistiques peuvent jouer dans cette réponse collective? Pour moi, ils peuvent jouer un rôle important dans cette réponse collective. Okay. Nous sommes un pays foncièrement axé sur la culture, sur l'art et autres. Okay. Donc nous devons aussi utiliser nos ressorts. Exactement. Nous devons utiliser nos ressorts pour aller vers. Parce que pour moi, ça c'est aussi notre innovation en matière de lutte contre le sida. Exactement. Nous avons nos réalités. Et nos réalités font qu'aujourd'hui, le théâtre par exemple, c'est un truc. Moi je me rappelle le théâtre des Antilles. Non, c'est vraiment ça. Ça accompagne toute une génération. Exactement. Exactement. Donc, ça a un rôle clé à jouer. C'est à peu près la même chose que l'autre groupe a fait lors de la Exactement. Exactement. Donc, à peu près les mêmes conclusions. Et ce sont des messages les films et autres, il faudra aujourd'hui, surtout, on a une jeunesse qui évolue, qui n'est pas la même que la nôtre. Quand nous étions jeunes, peut-être nos réalités, nous ne connaissions pas Internet. Vous ne connaissez pas TikTok? TikTok, pas du tout. Donc aujourd'hui, la lutte aussi doit évoluer, s'adapter à ces réalités, utiliser ces créneaux pour atteindre les jeunes. Exactement. Voilà. Monsieur Sissimaga, le héros de la lutte contre le VIH-Sida à Bamako, j'ai compris qu'il y a... Oui, vous êtes le secrétaire exécutif régional, donc par extrapolation, vous êtes le premier défenseur. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, au niveau de Bamako, quels sont les segments aujourd'hui sur lesquels vous comptez travailler pour améliorer encore plus le dispositif de riposte? Il l'a dit, des populations clés, il faut maintenir les captures sur ces populations clés, c'est-à-dire hommes ayant du sexe avec d'autres hommes. Bon, il faut trouver des mécanismes parce que de plus en plus c'est difficile avec la pénalisation de la chose. Exactement. Parce qu'une chose est de pénaliser une pratique, mais elle est là. Donc il faut en tenir compte. Exactement. Si on veut briser la chaîne de propagation. Exactement. Donc il faut vraiment réfléchir par rapport à ça. Okay. Et les PS, on les connaît, les professionnels du sexe, de plus en plus qui sont conscients, qui se protègent, les clients se protègent. Mais il faut avoir toujours un regard par rapport à ça. Okay. Et la troisième catégorie, c'est bien les usagers de drogue qui s'injectent. Et de plus en plus, on est en train d'ouvrir aussi des centres par rapport à ça. En tout cas, Arcade Santé Plus est par rapport à ça. L'association a un centre par rapport à ça, entre autres choses. Okay. Les élèves et autres, il ne faut pas les oublier. Et surtout, je voudrais dire, la lutte est multisectorielle. Okay. Personne ne doit être laissé en bord de route. Okay. Et chacun est important. Chacun doit apporter sa contribution. La lutte, c'est au niveau national, au niveau régional, au niveau familial, au niveau de chaque individu. Exactement. Et à notre niveau, à nous tous, chacun ici. Okay. Chacun doit apporter sa part de contribution. Okay. C'est ces efforts-là mis bout à bout qui nous permettront de voir un jour, de léguer aux futures générations un Mali sans sida. Et c'est vraiment bien possible. Alors, docteur Bassirou, quels sont aujourd'hui les critères d'évaluation de l'efficacité de la riposte en termes de VIH-Sida? À partir de quels instruments vous savez qu'il y a eu des avancées et à partir de quels instruments vous vous dites attention, il y a des blocages? Oui, l'objectif est connu. On a expliqué les 3,90, maintenant on parle des 3,95. Donc c'est le repère? C'est le repère, effectivement. Le pays doit générer les données annuellement. Je pense que vous avez prévu une émission sur ça. Au cours de cette émission, peut-être qu'on va bien développer. Exactement. Mais le repère, c'est ça. Donc, si plus vous tendez vers les 3,95, ça veut dire que vous tendez vers l'élimination. Exactement. Exactement.
Alors, on termine avec Je voudrais ajouter un aspect par rapport à ça. Je crois que Soumaïla. un ou deux autres aspects par rapport à ça, ça c'est un peu faire en sorte que la gestion soit la plus orthodoxe possible, la gestion financière. Ok. Ça c'est vraiment important Ok, en termes de critères d'évaluation. ok, Et aussi l'intégration des activités, disons, de la lutte contre le sida vraiment dans les programmes de santé. Ça c'est fondamental. ok. Parce qu'à un moment donné, il y avait un problème. Programme de sida ici, programme de santé là. L'alcool du sida fini, on essaie de prendre l'alcool, on dit non. Ça, c'est un problème. Donc, vraiment, il faut aller à l'intégration des choses. C'est vraiment important. Ok, Parce que c'est les mêmes populations et c'est les mêmes objectifs. ok. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. Perspective structurelle pour réinventer les dynamiques de riposte contre le VIH-Sida. Perspective structurelle, nous avons déjà une structuration qui est très bien sur papier. Ok, Je dirais même nous avons l'une des meilleures structurations sur papier. Quand tu prends l'architecture, les textes officiels, les décrets qui créent le secrétariat exécutif et ses démembrements, c'est une meilleure structuration. Moi, je pense maintenant, il ne s'agit pas de mettre ça en cause, mais surtout de faire en sorte que ce dispositif fonctionne. ouais. Si on réussit ça, je pense qu'on va faire un bond énorme. Ok. On doit travailler ensemble pour faire en sorte que ce dispositif fonctionne. Et ça, les autorités maliennes ont un rôle à jouer, mais l'ONU-SIDA aussi est là pour appuyer, pour faciliter, parce que c'est aussi le rôle de l'ONU-SIDA de mobiliser pour aider, d'accompagner les pays. Donc, faisons en sorte que tout ce dispositif fonctionne. Si le dispositif fonctionne, il n'y a pas de souci, parce que tout est clair, tout est bien sur papier. Récapitulatif pour boucler, M. Simaga. Qu'est-ce qui a marché jusque-là en matière de lutte contre le VIH-Sida? La répétition est pédagogique. La gratuité a marché, les reculs, disons, l'accès aux antirétroviraux en termes de pourcentage est vraiment significatif aujourd'hui. La longévité, ouais. Ça c'est vraiment important. Exactement. Le recul de la morbidité, de la mortalité liée au sida. Ensuite, les taux, ces fameux taux qui étaient de 1,7, je ne vais pas me lasser de les dire, qui est à 0,76 aujourd'hui. Mais même si c'est à 0,01, il faut continuer à se battre. Okay. Maintenant, en termes de perspective, je pense, après ce qu'il a dit, Ouais. c'est vrai, il faut redynamiser les choses. Il faut reprendre avec les sessions. Vraiment, il faut reprendre avec les sessions du Haut Conseil. Okay. C'est à ce niveau-là que des décisions les plus grandes possibles sont prises. Quand le président décide, c'est décidé, c'est comme ça. Ensuite, que vraiment les conseils, les réunions des conseils régionaux soient reprises. Okay. Au niveau des ministères, que ça se tienne, les réunions. Qu'elles soient opérationnelles. Et surtout qu'on aille à l'élaboration de la nouvelle déclaration de politique, parce qu'on est toujours régi par la déclaration de 2007 en matière de lutte contre les sida, qui est caduque aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est la grande matrice dans laquelle on doit rester. Donc il faut une nouvelle. Et surtout, dans cette déclaration qui va être renouvelée, on avait dit dans la première que chaque département peut mobiliser ne serait-ce que 1% de son budget à lui, à la lutte contre le sida. Il faut aller au-delà de ça, de la simple déclaration. Il faut aller à des décrets, à des notes interministérielles pour autoriser les différents ministères vraiment à pouvoir mobiliser en leur sein leurs propres ressources pour lutter contre les sida. Comme cela, ça va amoindrir un peu les charges, disons les dépenses commandées ici et là, en tout cas en ce qui concerne l'extérieur. Donc, en résumé, en définitive, vous venez de vous rendre compte qu'effectivement le dispositif, il est bien élevé. Il est là. Il est là. Il faut le réveiller. Non, le réveiller, ça nous amène aussi à la question de la nuance. Vous parlez aujourd'hui d'1% des départements, du budget de chaque département ministériel qui peut être mobilisé pour la lutte contre le VIH. C'est ce que la déclaration de la loi dit. Les départements ministériels vous diront... Non, mais attention, les départements ministériels vous diront aussi qu'ils n'ont même pas assez de ressources pour faire face à leur mission sectorielle. Donc ça aussi, c'est un problème. Ils ne pourront pas le dire si c'est le président qui leur demande ça, par décret. Okay, c'est ce que je dis. Donc il faut une volonté politique. Mais un autre aspect, M. Diallo, vous mettez beaucoup l'accent sur la nécessité de tenir régulièrement les sessions du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Vous mettez aussi un accent particulier, en tout cas à tous les deux niveaux, sur la présence effective du chef de l'État pour piloter ces réunions. Alors en quoi la tenue et la présence du chef de l'État à ces sessions peut faire changer
faire bouger les lignes. Est-ce qu'on ne peut pas faire bouger les lignes sans forcément passer par cette session à laquelle vous tenez tant? On peut faire bouger les lignes, mais sauf que ce sont les textes qui les disent. C'est pas moi qui les dis, c'est pas lui qui les dit. Les textes, il y a un décret qui a créé le secrétariat exécutif qui décrit son fonctionnement. Et ce décret dit qu'il y a une session qui est prévue. Et cette session, mais nous avons vu de par le passé que chaque fois que la session se tenait, et les sessions, il y avait de fortes décisions qui étaient prises. Et les lignes bougeaient. Exactement. C'est fait pour ça, justement. Donc, nous voulons revivre un peu cela. Parce qu'en fait, plus on avance dans la lutte, les cas diminuent. Lui, il a dit la prévalence a diminué. Donc, si la prévalence diminue, l'effort que tu dois faire pour aller chercher un cas multiplie. Exactement. Parce que les cas deviennent très rares. Donc, il faut plus d'efforts pour aller les chercher. C'est-à-dire, plus on avance, plus il faut serrer la ceinture. Exactement. Et ça, on a vraiment besoin de l'accompagnement, vraiment du leadership, du truc. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de choses que nous avons dit ici, autour de cette table, par rapport au département ministériel aujourd'hui. Mais moi, je suis sûr et certain, peut-être que souvent, les responsables de ces départements ne sont même pas au courant de cela. Exactement. Il y a un gros travail aussi à faire à leur niveau parce qu'il y a un déficit d'information. Exactement. Il y a un gros travail d'accompagnement à faire parce qu'il y a un renouvellement souvent à la tête du département. Donc, il y a un gros travail de façon continue pour que les gens comprennent l'importance. Tout acte qu'on pose dans la lutte contre le sida, c'est un investissement. Exactement. Monsieur Sibara Bamako, pour terminer, vous y tenez à votre combat de ramener... Bamako va tenir son combat et Bamako triomphera. Bamako va faire en sorte que vraiment il réduise les plus drastiquement possible son 1% de prévalence. Inch'Allah. Ben voilà, c'est le meilleur que nous puissions souhaiter pour le Mali, pour Bamako, mais aussi pour l'ONU-SIDA qui veille au grain à la riposte contre le VIH-SIDA au Mali. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à cette émission. Une thématique parmi tant d'autres que nous sommes en train de développer dans le cadre du mois de lutte contre le VIH-Sida. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous vous rappelons que le meilleur moyen aujourd'hui de lutter contre le VIH commence d'abord par le dépistage. Le sida n'est pas une fatalité et avec le dépistage, en renonçant à la peur, en veillant à protéger les personnes que nous aimons, nous pouvons briser la chaîne de contamination. Merci d'avoir suivi Recto Verso. Nous vous donnons demain rendez-vous pour un autre numéro de Recto Verso.